Donc, les allergies médicamenteuses, on va d'abord faire un petit peu de définition quand même pour savoir de quoi on parle, pour, entre guillemets, sous le terme générique de manifestation d'hypersensibilité, on regroupe d'un côté celles qui sont allergiques et celles qui sont non allergiques. Alors, allergiques, dans le temps, on pensait que c'était uniquement IgE pour allergie. Et maintenant, on regroupe sous le terme d'allergique, bien sûr, ce qui est IgE dépendant, mais également ce qui est non IgE dépendant, essentiellement par le biais de lymphocytes T activés. Bon, c'est juste pour se mettre en jambe. Alors, en gros, ça c'est ce qu'on appelle la classification de Gell-Combs. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a d'un côté le type 1 qui est médié par l'IgE. Donc ça, c'est la réaction typique qui met en jeu essentiellement les mastocytes, les basophiles, les réactions immédiates, c'est-à-dire qui survient dans les minutes maximum jusqu'à 1 heure, mais le plus souvent c'est 1 à 15 minutes, et qui va donc concerner des manifestations qui vont du choc anaphylactique, angio-œdème, certains cas d'urticaire et bien sûr les bronchospasmes. Et puis il y a les types 4. Alors les types 4, juste pour savoir que ça correspond donc à ces manifestations allergiques non IgE dépendantes qui mettent en cause des lymphocytes qu'on appelle les Th2. Th2, c'est les lymphocytes T de la réaction allergique qui ont la capacité de produire de l'IL4, de l'IL5, de l'IL13, tout ce qui va faire que, globalement, les éosinophiles vont se ramener sur le terrain, quoi, si je résume. Et puis, il y a les 4C qui font appel essentiellement à des lymphocytes cytotoxiques, dont les modes d'action sont très différents. Vous voyez qu'on reparle de perforine, et qui donnent des manifestations cliniques, en gros, qui sont identiques. On se retrouve avec de l'exanthème, parfois de l'exanthème bulleux, de l'exanthème, parfois bulleux ou pustuleux. Tout ça pour dire que toutes ces manifestations que l'on va voir, qui peuvent dépendre du mécanisme de type 1 ou de type 4, sont des manifestations d'allergie médicamenteuse, IgE dépendante pour le type 1, lymphocytes dépendants, on va dire pour être plus simple, sur le type 4. Alors, la particularité des allergies médicamenteuses, c'est un peu les mêmes que l'embolie pulmonaire. Ah oui, ça ne vous parle pas. Mais l'embolie pulmonaire, on dit souvent qu'elle est sous-diagnostiquée et surdiagnostiquée. Et donc, les allergies médicamenteuses sont sous-diagnostiquées, essentiellement parce que peu de cas, notamment chez les patients hospitalisés, sont déclarés. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas déclarés qu'ils ne sont pas pris en compte par les médecins qui s'en occupent. Mais ce qui fait que si on essaye de se faire une idée de la prévalence, c'est extrêmement difficile. Et elles sont surdiagnostiquées, alors là, de façon extrêmement importante. Et c'est le premier message, c'est il faut s'efforcer malgré tout, quand on est confronté à un patient qui fait une réaction à la prise de certains médicaments, à la prise de médicaments, et c'est rarement à la prise d'un seul médicament, il faut s'efforcer de pouvoir dire c'est effectivement une réaction allergique, qu'elle soit IgE ou non IgE dépendante. Parce que ça conditionne un peu la suite. Mais on s'aperçoit que c'est surdiagnostiqué parce que, en gros, je pense qu'il y a une autre diapo après sur les chiffres, en gros, il n'y a que 10 à 30% des cas d'allergies médicamenteuses qui s'avèrent être effectivement des allergies médicamenteuses. Et c'est parfois embêtant parce qu'on met l'étiquette à la va-vite comme ça sur un cas d'allergie, notamment antibiotique. Et puis ils vont garder ça pendant des années, quoi. Et parfois c'est gênant. Et puis parfois on s'en fout. Ça dépend. Et donc, si on veut parler de prévalence et d'incidence, c'est forcément une question, c'est pas la question qui est difficile, en fait, c'est la réponse. C'est une question où la réponse est difficile parce que, par exemple,
sur les différentes séries qu'on peut trouver dans la littérature que vous allez voir là, par exemple sur la pénie, et bien sûr, l'incidence ici pour la pénie G à cette époque, hein, c'est 3%. Sur des études de cohorte, par exemple, en ville, on a des chiffres qui sont de même pas 1%. Chez les patients hospitalisés, on a une incidence qui augmente et que chez 15% des patients hospitalisés, il y a un événement secondaire aux médicaments dont 6 sont sévères. Ce qui fait qu'on ne sait pas quoi penser, quoi. Il y a des tas de prescriptions qui sont faites et le nombre exact d'allergies, IgE ou non IgE, aux médicaments est impossible à savoir. Et donc, le seul message qu'on peut en retenir, c'est que il faut que, cas par cas, quand un problème survient, on se pose la question. Se poser la question ne veut pas dire qu'on trouve la réponse, mais il faut se poser la question. Alors, par exemple, pour dire que c'est surdiagnostiqué sur cette série de patients avec une réaction compatible survenue 24 heures après la dernière prise, on s'aperçoit qu'il y a 416 tests cutanés négatifs, donc il y en a un peu moins de 100, on ne voit rien, mais ça fait forcément un peu moins de 100 positifs. Et que sur ces tests cutanés négatifs, il y a presque la totalité, mais 381 de tests de provocation négatifs, et donc une trentaine de tests de provocation positifs. Hop là. Et là, on ne voit plus rien. Ça veut dire que sur près de 500 patients qui étaient étiquetés allergiques médicamenteux, il n'y en a même pas 5% qui avaient réellement une allergie médicamenteuse. Et ces patients, si on ne fait pas un tant soit peu quelque chose, peuvent se traîner ou se trinque-baller, comme on veut, le diagnostic d'allergie médicamenteuse. C'est la plupart du temps les antibiotiques qui sont ciblés par ça. Pour le reste, on a souvent tendance à les oublier. Ils vont se trinque-baller cette étiquette pendant des années. Et on voit encore régulièrement des patients qui sont adressés parce qu'ils sont connus comme étant allergiques à la pénicilline, c'est l'exemple le plus classique, parce que quand ils étaient petits, ils ont pris le médicament, ils ont fait des manifestations cutanées, et on a dit, c'est simple, c'est parce qu'ils sont allergiques à l'antibiotique. Donc, les bêta-lactamines, c'est vraiment la première cause d'allergie médicamenteuse. Donc c'est, selon les séries, on l'a vu, hein, ça va de même pas 1 jusqu'à 10% des traitements. C'est beaucoup plus rare, mais ça existe pour les quinolones. C'est beaucoup plus rare, mais ça existe pour les macrolides. Et c'est assez fréquent avec les sulfamides. Notamment chez le sujet VIH. Alors sur l'épidémiologie, on peut dire que ça va concerner beaucoup des patients hospitalisés, qu'un tiers de ces réactions chez les patients hospitalisés est d'origine allergique, mais que le diagnostic reste difficile. Mortalité, ça concerne les manifestations sévères, qui sont rarement des manifestations qu'on rencontre en ville. Mais il y en a au moins 2 qui sont sévères, sur lesquelles on va revenir. Il y a bien sûr le choc anaphylactique, et il y a choc anaphylactique et œdème de Quincke, parce que ça peut provoquer une obstruction laryngée extrêmement gênante. Et il y a les dermatoses bulleuses, et le syndrome de Lyell et le syndrome de Stevens-Johnson, qui sont des manifestations extrêmement graves, dont parfois on a du mal à s'en sortir. Alors là-dessus, moi j'ai le souvenir, et donc forcément si j'ai le souvenir, c'est que ça a existé à un moment donné, quand j'étais en pédiatrie, d'avoir vu un enfant faire un syndrome de Lyell sous Bactrim mis pour une otite. C'est impressionnant, où on a vraiment, sur cette manifestation grave, donc certaines sont graves, et il faut
pas traîner quand c'est comme ça. La peau partait en lambeaux, il ne fallait surtout pas le toucher. Si on le touchait avec le doigt, on emmenait un morceau de peau. Et bon, c'est agréable, quoi. Donc il y a des manifestations qui sont sévères et graves, mais heureusement, ce n'est pas la règle. Alors, je ne parlerai pas de l'asthme à l'aspirine. Bon, et c'est une manifestation grave, ça. Mais c'est, à mon avis, surdiagnostiqué aussi. Et dans le temps, on faisait beaucoup de tests de provocation à l'aspirine pour en être sûr. On a laissé tomber ça pour se concentrer sur les patients qui ont un asthme à l'aspirine. Dans la majorité des cas, ont une polypose associée et on retrouve assez souvent des réactions cutanées à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire. Mais là, c'est la situation, l'asthme à l'aspirine, où il faut savoir le suspecter intelligemment. Donc c'est asthme et polypose, il faut se méfier. Alors que l'aspirine a un effet bénéfique chez beaucoup d'asthmatiques, ou un effet bénéfique quand ils ont mal quelque part. Ceci étant, c'est plus très tendance, mais chez l'asthmatique avec polypose, il vaut mieux surdiagnostiquer une intolérance à l'aspirine que ne pas donner de précaution, parce que la prise ou l'injection d'un anti-inflammatoire non stéroïdien ou d'aspirine chez ces patients, ça a des effets catastrophiques. Là aussi, moi je me souviens du temps quand on faisait des provocations à l'aspirine, on commençait généralement à 30 mg, quoi. Et parfois, à 30 mg d'aspirine, les patients faisaient à la fois des symptômes digestifs et une crise d'asthme cognée, dont on avait un mal de chien à les sortir, quoi, alors qu'on essayait de leur rendre service. Donc en fait, c'est une situation maintenant qu'on laisse tomber, et on ne cherche même plus à les provoquer. Alors ces effets, ces allergies, elles peuvent être visibles, hein. Donc voilà, ça prend des aspects extrêmement variés, entre des gonflements, comme ici de l'œdème, avec souvent un œdème de Quincke associé, des érythèmes pigmentés, des éruptions érythémateuses, et celles qui sont très dangereuses, c'est bien sûr les dermatoses bulleuses et les dermatoses qui s'accompagnent de... Je ne sais pas quel est le mot qu'on utilise pour dire que la peau s'en va, mais c'est pas marrant. La desquamation? C'est pas une desquamation. Oui, c'est une épidermolyse, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Merci. Et puis, il y a celles qui sont non visibles. Les manifestations qui sont à type d'hépatite, de cytopénie. Bon, les vascularites, on les voit quand même assez. Mais elles ne sont pas visibles, il faut aller les chercher. Alors, il y a les formes peu sévères. C'est donc les exanthèmes, l'érythème pigmenté fixe, les urticaires, les angioédèmes limités et la photosensibilité. L'érythème pigmenté fixe, c'est quand même un truc vachement mystérieux quand même. Vous en avez déjà vu des érythèmes pigmentés fixes ou pas? C'est assez étonnant qu'avec le même médicament, il n'y a qu'un endroit ou deux endroits ou trois endroits donnés et toujours les mêmes qui vont revenir. Bon, au début, on se dit, bon, il ne se passe rien, si le médicament est important, on continue, puis on se rend compte qu'au fur et à mesure où on redonne l'antibiotique notamment, il y a de plus en plus de zones d'érythème pigmenté fixe, et à la fin, ça laisse des traces sur la peau, ce qui fait que, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas très gai. Et c'est assez particulier, physiopathologie que moi je ne connais pas, mais quand on devait faire des tests cutanés aux gens qui venaient pour érythème pigmenté fixe, pour déterminer dans un cocktail de médicaments quel était le médicament en cause, on n'avait pas toujours la réaction positive en peau saine, alors qu'elle était positive lorsqu'on faisait les tests cutanés dans la zone où se développait l'érythème pigmenté fixe. D'où, ce que je vais dire après, c'est l'importance majeure de la description des lésions. Et comme vous avez tous pratiquement un téléphone portable, de prendre des photos de ce qui se passe, quoi. Parce que c'est la seule façon de pouvoir transmettre à l'allergologue ou au
pneumo-allergo ou au dermato-allergo, ou peut-être, il y aura peut-être une autre allergologue après, peut-être, on va bien voir, peut-être. Mais il faut transmettre une information qui ait du sens, quoi, qui ait du sens sur la chronologie exacte, les médicaments en cause, on va y revenir, et à quoi ça ressemblait. Tout le monde n'est pas dermato, et c'est souvent des manifestations cutanées, et il vaut mieux prendre plusieurs photos que de faire une description ratée sur une lettre, quoi. Il y a les formes sévères, donc on a déjà parlé du Lyell, alors les DRESS syndromes, qui sont des tableaux assez cognés, avec éosinophilie, souvent adénopathie, atteinte hépatique, et des gens qui ne sont pas bien, quoi. Les vascularites, choc anaphylactique, œdème laryngé. Alors quelques exemples, notamment des angio-œdèmes, bon, ça vous connaissez, et parfois c'est fort marqué, quoi. Ça devient carrément moche, quoi. Avec le risque, c'est l'œdème pharyngé, bien sûr, et qu'il ne faut pas traîner. Alors, ce type de lésions correspondent à des vascularites allergiques, et de toute façon, le premier réflexe, on va y revenir, c'est d'arrêter le médicament, et ça s'estompe avec le médicament. Alors, les hypothèses, c'est assez tordu hein, pour le Lyell Stevens-Johnson, c'est... pour certains, on pense que on peut avoir... Il y a pas mal de travaux en pharmacogénétique qui sont menés pour savoir si on est ou non égal dans le risque de métaboliser d'une façon ou d'une autre un médicament. On sait qu'il y a des trucs marrants qui se font là-dessus. Par exemple, sur des polymorphismes génétiques sur l'enzyme qui va métaboliser le médicament. Et on s'éloigne du sujet, mais ce n'est pas grave parce que ça y reste. Par exemple, sur les travaux qui ont été menés sur l'efficacité ou l'inefficacité ou le danger de la N-acétylcystéine comme médicament utilisé dans le traitement des fibroses, eh bien, on se rend compte qu'il y a certains polymorphismes génétiques sur l'enzyme qui métabolise rapidement ou moins rapidement la N-acétylcystéine qui montrent que chez les patients qui étaient, on va dire, SS ou SA comme polymorphisme génétique, eh bien, ça a un effet catastrophique avec une aggravation de la fibrose, et que ceux qui sont AA ont un effet bénéfique sur l'évolution de la fibrose. Et donc, il y a des choses comme ça assez étonnantes en pharmacogénétique qui peuvent expliquer que certains patients développent des réactions extrêmement sévères, avec parfois non seulement un polymorphisme génétique sur l'enzyme du métabolisme, mais également un terrain HLA particulier, et certaines infections virales qui sont souvent impliquées comme étant associées et pas forcément très parlantes. Ce n'est pas des infections virales à 40 degrés, c'est la présence de certains virus qui favorisent la survenue de la toxidémie allergique. Bon, pour rappel, hein, le traitement, par exemple d'un angio-œdème, c'est on arrête le médicament. Alors on dit toujours responsable, mais c'est un peu facile de dire ça quand on est derrière le micro. Donc c'est au moins le médicament suspecté, et c'est parfois difficile. C'est parfois difficile parce qu'il faut parfois arrêter plusieurs médicaments pour être sûr que ça s'arrange et qu'on n'aboutisse pas à des catastrophes. Ce problème qui touche en fait à la pathologie iatrogène, les allergies médicamenteuses, c'est comme les pathologies iatrogènes. Ça peut survenir, en règle générale, à quelques heures ou jours après l'introduction d'un médicament. Mais on se rend compte que dans les problèmes qui sont gérés en médecine de ville, en médecine générale, c'est rare qu'il y ait un seul médicament qui soit prescrit à un moment donné, quoi. Et qu'on a la plupart du temps, par exemple, au minimum l'association d'un antibiotique et du paracétamol, par exemple. Et que parfois on rajoute un sirop,
etc. Et donc on se retrouve dans une situation où il y a 4, 5 médicaments et qu'il est préférable de tous les arrêter, si c'est possible, mais en général ça l'est, préférable de tous les arrêter que de se dire c'est tel médicament, j'arrête celui-là, et puis pour le reste on verra plus tard. Surtout quand on est confronté à un angioëdème de Quincke, où le traitement repose bien sûr sur antihistaminiques, corticoïdes et éventuellement adrénaline, l'adrénaline étant plutôt le médicament du choc anaphylactique, qu'on voit quand même survenir, et dont le traitement repose essentiellement sur 3 éléments. L'arrêt, si on repère le médicament, alors ça c'est plus facile parce que le délai est court, quoi. Le choc anaphylactique, ce n'est pas un truc qui va survenir des jours après, quoi. Ça va commencer dans l'heure qui suit la prise du médicament. C'est dans les minutes quand c'est en intraveineux et c'est dans l'heure quand c'est par voie orale. La difficulté, c'est que c'est comme en allergie alimentaire, ça peut aller par vagues, quoi. Et donc on peut se faire avoir en mettant rapidement de l'adrénaline et l'arrêt du médicament, mais trop tard. Le médicament, il a déjà été pris, et le temps qu'il soit, entre guillemets, digéré, métabolisé, on peut avoir une deuxième vague d'anaphylaxie qui arrive après. Ça, c'est la vraie question. Donc, la vraie question en allergie médicamenteuse, c'est est-ce qu'on veut contourner, démontrer, et dans certains cas, forcer? Et c'est ça le vrai problème, quoi. C'est que beaucoup de patients, j'allais dire, charrient un peu à prendre des tas de médicaments inutiles, quoi. Et il faut bien avoir à l'idée que si on a des alternatives faciles, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de vouloir systématiquement démontrer que c'est tel médicament qui est en cause. Par exemple, si on est un sujet standard qui a la conviction d'être allergique à la pénicilline, par exemple, et qui n'en a jamais besoin, mais qui veut quand même le savoir, on peut trouver ça bien, mais ça consomme du temps médical. On peut aussi considérer que c'est un peu con, quoi. Il peut très bien, en permanence, pour une simple bronchite ou un rhume, avoir recours à la pyostacine, au macrolide, voire au quinolone, quoi. Et donc, il ne faut pas forcément, si on a des alternatives, vouloir démontrer systématiquement. Ça, c'est si on était dans un monde idéal, où il y ait des allergologues partout, qu'il y en ait, pas moi, il faudrait bien 15 sur l'île, ici, pour pouvoir faire les tests cutanés, les tests de provocation, pour arriver à tout démontrer, quoi. Si on tombe sur des excités, ça arrive, hein. Moi, je vois actuellement dans le service, il y en a tous les jours, quoi. Tous les jours. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que, on y viendra, mais bon, quand on met le doigt dans le système, c'est-à-dire qu'on avance dans le système, quoi. En d'autres termes, quand on met le doigt dans le système, ici, pour vouloir démontrer, bon, on commence par faire des tests cutanés, ils sont positifs, très bien, c'est pas mal. Ils sont négatifs, on dit, ah, mais ça exclut pas, quoi. Et c'était quoi exactement le délai, la chronologie? Si la chronologie est un peu décalée, c'est-à-dire plus d'1 heure, on dit, ah, on devrait faire des patchs. On fait des patchs. Les patchs sont négatifs ou positifs. Ils sont positifs, on dit, ouais, c'est cool. S'ils sont négatifs, on dit, ça n'exclut pas quand même, il faudrait faire une provocation. Je veux dire par là qu'on met le doigt dans un système, et à la fin, le test de provocation est négatif. Et là, ce qui est extrêmement drôle, c'est si on prend la peine de recontacter les médecins et les patients qui ont eu un test de provocation, notamment aux antibiotiques,
que ce test de provocation a été négatif et qu'on leur demande aux médecins, est-ce que vous avez represcrit l'antibiotique, et aux patients, est-ce que vous en avez repris, c'est 75% de non, non, moi j'en ai pas repris et il n'est pas question qu'on m'en redonne. Et donc il faut bien garder à l'idée que la croyance qui est profondément ancrée chez les gens qu'ils ont fait une réaction allergique parce que c'était une réaction allergique et que s'ils en reprennent, ça va recommencer, elle est plus forte que le message on vous a redonné du paracétamol ou de l'amoxicilline, il ne s'est rien passé, vous pouvez en prendre comme vous voulez. Donc, quand on lance les gens dans un système pour démontrer, on reviendra sur le forcé, c'est important, mais dans le système démontré, il faut que ça vaille le coup, quoi. Je ne dis pas que c'est intellectuellement satisfaisant, mais je dis qu'il faut que ça vaille le coup, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout ni de tout le monde. Alors, les non-indications du bilan, c'est les médicaments obsolètes, quoi. On voit des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent des tests avec les pastilles VIX, avec des trucs. C'est l'alternative thérapeutique. Et c'est un traitement d'intérêt mineur, quoi. Et donc, il faut bien avoir en permanence l'idée dans la tête que mettre en place une enquête allergologique, ça va prendre du temps et il faut que ça vaille le coup. Si on a réglé ce problème-là, il faut passer au diagnostic. C'est-à-dire que quand ça vaut le coup, on fait le diagnostic. Alors faire le diagnostic, ça suppose que la séméologie ait été bien faite. Parce que vous avez vu que ça peut prendre des tas d'aspects différents sur le plan cutané et que s'il n'y a pas de photo, on est vraiment comme dans un tunnel tout noir où on a oublié d'installer l'électricité, quoi. Que ça suppose qu'au moment où ça survient, on précise exactement les lésions, leur étendue, et qu'on essaye de les chiffrer. Qu'on précise la chronologie. Alors ça, c'est bien à dire, c'est plus difficile à faire, parce que certaines réactions peuvent être retardées par rapport à la première prise, quoi. Et ce n'est pas parce que la réaction survient 36 heures après qu'on va tout de suite se dire que... Donc c'est difficile. Donc la chronologie, ça veut dire de s'assurer, un, qu'il ne se passait rien avant le début du traitement, et deux, préciser le début du traitement et la survenue des manifestations. Il faut aussi être sûr que ce ne soit pas la première fois que le médicament est pris. Et ça, c'est difficile aussi. Parce qu'on voit des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils ont pu prendre comme antibiotique, quoi. Bon, pour moi, c'est comme ça, quoi. Je serais incapable de dire ce qu'on a pu me donner comme antibiotique sur 40 ans, mais je n'ai pas fait de réaction. Bon. Mais pouvoir dire que le médicament était supporté avant et qu'à partir du moment où il a été pris, et 36 heures après la première prise, il s'est passé quelque chose, c'est un élément extrêmement important. Et il faut également, dans le cadre de ce diagnostic, parce que ça simplifie la démarche, savoir si, depuis, le patient en a repris. Parce que parfois l'histoire tombe comme ça, et puis il y a une nouvelle prescription qui est faite, le patient en reprend parce qu'on ne lui a rien dit, et il ne se passe rien. Et donc ça élimine ces phénomènes d'allergie de façon simple. Donc préciser le type de lésion et prendre des photos, préciser la chronologie avec les prises antérieures, les prises postérieures, et le caractère immédiat, c'est moins d'1 heure après la prise, ou non immédiat, c'est plus d'1 heure après la prise. Il faut avoir la liste des autres médicaments, parce que ce n'est pas parce qu'on est suspecté qu'on est coupable. Bien sûr, le contexte, et donc on sait
Et on revient à ce tableau de Jelly-Combs, que si on s'intéresse aux réactions immédiates, il faut chercher des réactions IgE dépendantes. Et donc, je ne vous apprends rien sur le fait que quand c'est IgE dépendant, c'est quelque chose qu'on peut s'efforcer de détecter avec des tests cutanés. Si c'est ça, ouais, voilà. Si c'est du type 4, eh bien c'est beaucoup plus tardif et ça concerne les lymphocytes. Et si on veut avoir une idée de la réactivité lymphocytaire par rapport à un médicament sur le plan cutané, c'est les patchs. Donc on va revenir après là-dessus. C'est pas parce qu'on fait des tests avec un médicament, ça va, vous suivez? Oui, c'est pas parce qu'on fait des tests avec un médicament que c'est intelligent. Parce que le corps peut réagir avec un des produits de métabolisme du médicament. Et nous, ce qu'on teste, c'est le médicament tel qu'il est vendu dans les grandes surfaces, quoi. Alors que ce qui explique vraisemblablement que dans certaines réactions allergiques, on ait des tests cutanés négatifs et une provocation ensuite positive, c'est bien que ce n'est pas le médicament natif qui est en cause, mais un des métabolites du médicament. Donc tout ça, on a vu, et il faut éliminer un diagnostic différentiel. D'où l'intérêt d'avoir une bonne description des lésions et d'avoir des idées. Alors par exemple, le plus classique, c'est ça. Chez les enfants, la roséole. Donc c'est une sorte de maladie virale pour laquelle il y a souvent antibiotiques qui sont mis. Et puis au 6e jour, à peu près, non, c'est pas au 6e jour, c'est la 6e maladie, mais c'est apparaît dans le cours évolutif de la roséole une réaction cutanée qui est spontanément par la maman rattachée à l'antibiotique. Et c'est une cause extrêmement fréquente de manifestations qui surviennent lors d'un traitement antibiotique et qui ne sont pas des manifestations d'allergie, mais qui sont l'expression cutanée de la maladie pour laquelle on a donné l'antibiotique. Bon, pareil pour l'érythème polymorphe sur, par exemple, du mycoplasme. Et donc c'est très perturbant parce que si on ne connaît pas, c'est pas évident. Et même si on connaît, par exemple, le diagnostic de la roséole, ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile, quoi. Donc c'est un diagnostic difficile si ce n'est pas facile. Donc si on est dans cette stratégie, eh bien, il faut confirmer. Et pour confirmer, une fois qu'on a passé l'étape clinique, descriptive et photographique, on est sur test cutané et un peu de tests de laboratoire. Mais c'est surtout les tests cutanés. Mais les tests cutanés ne sont pas validés pour tous les médicaments. Et non seulement ce n'est pas validé pour tous les médicaments, mais dans certains cas, comme je vous le disais, ce n'est pas le médicament natif, mais c'est un de ses métabolites qui est en cause. Alors dans le temps, on pouvait faire des tests faciles avec plusieurs déterminants, par exemple de la pénicilline, qui était vendue telle qu'elle, le PPL. Et maintenant, ça n'existe plus. Donc il y en a d'autres. Mais bon. Les tests de laboratoire, ce n'est pas disponible pour tous les médicaments. Et ce n'est pas validé, loin de là, pour tous les médicaments. En gros, on le reverra après. Enfin, les provocations, on y reviendra, mais je sais que pour l'instant, sur l'île, c'est très difficile d'accès, les provocations. Même chez les enfants. Même chez les enfants. C'est réalisable, mais au cas par cas. Oui. Mais pour ça, il faut que ça vaille le coup, quoi. Alors, donc, est-ce que le médicament est souvent responsable? Non, je reviens sur le diagnostic différentiel. On retrouve l'allergie, le médicament responsable, que, en gros,
10 à 20% des cas, quoi. 11 à 21. Sur les anaphylaxies, c'est plus fréquent. Mais bon, ça veut dire que dans 70%, voire 80% des cas, le médicament n'est pas responsable, quoi. Et ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de la description initiale qui en est faite, de la chronologie et de à quoi ça ressemblait, quoi. Et là, il faut éviter, faut éviter de se limiter à réaction allergique à Clamoxyl, par exemple. Parce que là, il va garder ça pendant des années. Et donc, il faut se méfier dans le différentiel aussi des allergies alimentaires, puisqu'on sait que quand il y a une réaction virale chez quelqu'un de sensibilisé, on peut voir apparaître des manifestations d'allergie alimentaire qui n'existent pas dans la situation où il n'y a pas l'infection virale. Ou chez les adultes, quand ils prennent un peu d'aspirine, un peu d'anti-inflammatoire parce qu'ils ne sont pas bien, ils peuvent révéler l'expression clinique à ce moment-là d'une allergie alimentaire parce qu'ils sont sensibilisés, mais quand ils ne sont pas malades, ils peuvent supporter l'aliment. Et alors faire la différence ou les trouver, il faut vraiment reprendre les choses de façon extrêmement précise. Bien sûr, les éruptions infectieuses ou les autres causes d'urticaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Bon, tu me diras que j'ai insisté sur la clinique. Bon, les tests cutanés. Alors, les tests cutanés sont pour un certain nombre de médicaments standardisés, notamment pour les bêta-lactamines. Je laisserai tomber les curares, parce que c'est assez bien standardisé aussi, mais ce n'est pas vraiment le problème en médecine générale, donc on parlera plutôt des bêta-lactamines. Et les tests de provocation, ils sont plus ou moins standardisés, mais peu pratiqués, donc j'en parlerai forcément un peu, mais je sais que ce n'est pas la problématique. Alors, les tests cutanés, le rapport est variable selon le médicament et selon la présentation clinique. Là, vous avez compris que si c'est une réaction immédiate, c'est pertinent, les tests cutanés en PRIC ou en IDR. Si c'est une réaction retardée, PRIC IDR, ça va faire beauf, parce que si c'est en IDR, il faudrait avoir une lecture retardée des IDR, ce qui n'est pas vraiment simple, et qu'il vaut mieux s'attaquer au patch quand c'est comme ça. Donc, ce qui est très bien pour les pénicillines, les céphalosporines, c'est pas mal. Comment on fait en pratique? J'espère que c'est ça juste après. Voilà. En pratique, bon, là, c'est l'exemple du diprivant, on s'en fout, on aurait pu mettre autre chose. On utilise la molécule native, avec les problèmes que ça peut poser. C'est-à-dire que, bon, c'est la molécule native. Et on va l'utiliser à la fois pour faire des PRIC ou faire des IDR. Là aussi, mais c'est plus pour les allergologues, donc ou pour les pneumo-allergos, on le sait, si on a affaire à un choc anaphylactique, nous on commence toujours à la concentration millionième, par principe, et millionième pour l'IDR et dixième pour le PRIC. Pour les réactions plus bénignes, on utilise le PRIC pur et les IDR à partir de 10-3. Alors, on dilue dans du diluant. Jusque-là, c'est assez cohérent. Et on va utiliser les solutions pour les IDR à 10-3, 10-2, 10-1. C'est dire que c'est un peu pénible à faire. Parce que il faut avoir le produit natif, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse les dilutions, et je peux vous assurer que ce n'est pas moi. Et ça ne sert qu'une fois, quoi, pratiquement. Parce que la fois suivante, c'est parfois d'autres médicaments, et on les garde très peu de temps. Par exemple, les antibiotiques, c'est moins d'une semaine on les garde, nous, au frigidaire. Et donc, ça ne resserre pas, en fin de compte. Donc, si c'est nécessaire, on essaye de les grouper, c'est-à-dire que le jeudi, on fait tous les anesthésiques généraux, le mercredi, les antibiotiques, parce que sans ça, on ne s'en sort pas, et on passe son temps à faire des dilutions, et c'est du temps infirmier gâché. Donc, on fait des PRIC et des IDR.
Donc, comme je vous le disais, le prick, on prend le produit pur et on fait le prick. Et pour les IDR, eh bien, on commence à la dilution 10-3. On attend 15-20 minutes, on vient voir la réaction, et puis on fait l'injection 10-2, et ainsi de suite. Pour certains antibiotiques, il y a une réaction non spécifique qui peut apparaître. Et donc, il faut avoir une idée qu'on trouve dans la littérature. Nous, on l'a fait chez des témoins pour avoir une idée. Par exemple, les quinolones injectables réagissent à 10-1. Et donc, avoir un test positif pour une quinolone à 10-1, ça n'a aucune valeur. Ça veut simplement dire que l'infirmière a fait le test, quoi. Et qu'il faut considérer ce positif comme non spécifique. Donc, ça varie. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on utilise sur les tests ici au curare, hein, où on a le prick, et puis voilà. Quand c'est grisé, comme ça veut dire que chez nos témoins, ce test est positif. Donc on arrête de le faire. Voilà. Donc vous voyez que pour la célocurine, eh bien, 10-1, c'est non spécifique. Pour le tracrium, 10-2, c'est déjà non spécifique. Et c'est important parce que la même chose se produit pour les antibiotiques, pour ne pas donner des réactions qui n'ont aucune valeur. Sur un choc anaphylactique, il faut être plus prudent. Et donc, le prick est dilué au 10e, l'IDR au 1/1000e. Et toujours se méfier des gens qui sont au long cours sous bêta-bloquants, parce que si jamais ils faisaient un problème, parce que ça arrive de temps en temps d'avoir des problèmes avec des tests cutanés, le choc devient beaucoup plus sévère et résistant au traitement que chez les patients qui ne sont pas sous bêta-bloquants. Donc on évite. Si la clinique n'est pas immédiate, on préfère les patchs. Toujours laisser un délai entre les manifestations et le bilan. Mais ce délai, ça ne doit pas être 5 ans, quoi. Si on se dit qu'il est important de savoir si c'est une allergie, IgE ou non IgE, on s'en fout, ou eh bien, il faut se laisser 4 à 6 semaines entre l'accident survenu et la réalisation des tests. Alors on peut avoir recours à des IDR à lecture retardée, mais bon, nous on préfère les patchs. Alors je dirais aussi que lecture retardée, ça suppose de bien savoir où ça a été fait, donc tout ça est cerclé avec du feutre, et il ne faut pas que les gens se lavent, enfin bon, c'est quand même des lectures parfois à J3 ou voire plus, quoi. Et donc il faut être prudent. Voilà, les patchs, il n'y en a pas un avant? Non, pas avant. Ben si, c'est ici. Donc on utilise un contact direct, on fait les patchs nous-mêmes, hein. On les laisse en place pendant 48 heures et on fait les lectures ensuite à 48 à 72 heures. Bon, pour faire les patchs, on utilise les comprimés écrasés qu'on dilue avec un peu de vaseline. Merci. Heureusement que tu es là. Et donc, voilà, c'est un tant soit peu artisanal, mais on utilise aussi les produits purs liquides ou les comprimés écrasés dans de la vaseline. Et on regarde la positivité ou non. Alors ça a de la valeur, hein. Un patch qui est positif à 72 heures, ça veut vraiment dire qu'il y a une réaction lymphocytaire qui existe et qui s'exprime vis-à-vis du médicament testé. Et alors après, comme toujours, si les tests sont négatifs, eh bien, on discute un TPO, quoi. Si on ne va pas jusque-là, on est toujours dans un doute qui, à l'extrême, je suis un peu pénible quand je dis ça, mais c'est pas grave, hein, tu m'en voudras pas. On est dans un système où, si on fait les tests qui sont positifs, on dit « Ok, cool, ils sont positifs, vous ne le prenez plus ». Et après, on dit « Si les tests sont négatifs, il reste un doute, ne le prenez pas quand même ». Si les gens sont normalement cortiqués, ils se demandent « Mais pourquoi il m'a fait venir, quoi ?» Et donc, c'est pour ça que je disais au tout début qu'il faut bien savoir où on va, parce qu'on ne sait pas très bien si on peut, à un moment donné, s'arrêter,
sans test de provocation, juste sur des notions de test cutané négatifs. En tout cas, nous, on n'y croit pas. Les tests biologiques, bon, ils viennent plus compléter quand c'est nécessaire. Alors, on a les IgE spécifiques, notamment pour les bêta-lactamines. Pour les curares, j'en ai dit qu'on ne parlait pas, mais notamment pour les bêta-lactamines, quand c'est positif, ça a une certaine spécificité. Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'un dosage d'IgE spécifique pour les bêta-lactamines, c'est comme un test cutané pour les bêta-lactamines, quoi. Ça a la même signification. Ce n'est pas parce qu'on a l'IgE qui est présente que c'est différent d'un test cutané positif. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que le patient est sensibilisé par une voie IgE dépendante à un composant antigénique donné, ici la bêta-lactamine. Il faut encore qu'il y ait une cohérence dans la chronologie qui a été mise en évidence au départ. C'est pareil que pour toutes les manifestations d'allergie. Ce n'est pas parce qu'on est sensibilisé au latex qu'on est allergique au latex. Vous êtes bien d'accord, hein? Après, il y a les TTL, donc qui recherchent la réactivité lymphocytaire par une transformation lymphoblastique aux produits mis en cause. Bon, ça devient parfois difficile à faire. Il y a l'activation des basophiles, bon, qui ne sont pas tous des tests qui sont très faciles à réaliser. Et en fait, nous, en pratique, on se limite la plupart du temps aux IgE spécifiques pour privilégier l'approche par les tests cutanés, quoi. En résumé là-dessus, quand on est parti dans cette voie-là, si on a une concordance clinique et des explorations positives, ça colle. C'est pareil que pour la rhinite allergique aux acariens. Si on est sensibilisé aux acariens et que, quand par chance on va à la montagne et qu'il n'y a plus aucun problème au-dessus de 1600 mètres, et que quand on redescend chez soi, pof, ça recommence, etc., etc., voilà, la concordance clinique avec la sensibilisation, ça a du poids. Mais l'un ou l'autre tout seul, ça ne marche pas. Si les explorations sont positives, donc on a une sensibilisation, et que ça ne colle pas avec la clinique, on peut discuter le TPO, test de provocation orale. Si les explorations sont négatives, et qu'on pense que c'est négatif parce que peut-être c'est un des métabolites qui était en cause, on peut discuter aussi le TPO. Quand même, je le redis, sur la majorité des TPO qu'on est amené à faire dans le service sont négatifs. Ce qui revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a 80% de surdiagnostic de l'allergie médicamenteuse. Et je ne sais pas si actuellement il y a une alternative à cette stratégie d'évaluation, et s'il y a une alternative pour retirer l'étiquette d'allergie médicamenteuse qui a été mise à un moment donné. Alors, par exemple, c'est typique, hein. Donc cette dame, elle est... C'est drôle, non? Hein, chante allergique, c'est drôle, non? Enfin, c'est de l'humour de bas de gamme, je suis d'accord. Ah. Bon, mais c'est le même genre, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des femmes comme ça, qui sont allergiques à tout. Elles prennent n'importe quoi, elles sont allergiques. Alors, elle fait des plaques avec tout, notamment tous les antalgiques, mais aussi les AINS, ce qui n'a rien à voir, mais aussi les collutoires, le maxillase, les sirops antitussifs. Bon, et puis, elle présente quand même des angines à répétition, donc ça c'est un autre problème, et la fièvre est mal supportée. Donc le bon traitement pour elle, ce serait le paracétamol. Mais hors de question qu'elle prenne du paracétamol sans avoir fait auparavant un bilan allergologique.
Donc elle vient faire son bilan. Dans sa liste, on a le paracétamol. Donc on est un peu coincé en termes d'alternatives thérapeutiques et surtout vis-à-vis de sa soif de bien supporter la fièvre. Bien sûr, comme toujours, l'interrogatoire est assez difficile dans ces cas-là et c'est impossible d'avoir une idée précise sur le plan de la chronologie de ce qui se passe exactement, c'était quoi les plaques. Voilà, Chantal, quoi. Et donc, on fait des tests. On commence toujours, même si on n'a pas la notion de la chronologie en moins d'une heure, on commence toujours par des prises des IDR. Donc, paracétamol, à l'époque, Diantalvic, Tramadol, et tout est négatif. Donc, on se dit, peut-être que ce n'était pas une réaction IgE-dépendante, mais non IgE-dépendante. Donc, on enchaîne. Ça veut dire qu'elle se paye ensuite les patch tests au paracétamol. Et les patch tests vont être négatifs. Donc on se retrouve à faire un test de provocation au paracétamol. Les recommandations, c'est qu'on ne fait pas un test de provocation orale sans un environnement qui permettrait, le cas échéant, d'intervenir sur le plan de la détresse provoquée par la provocation. Donc elle vient faire son test de provocation. À ce moment-là, on les faisait en 3 fois. Le centième de la dose, le dixième de la dose et la dose pleine. 30 mg, 300 mg, 3 grammes en 3 fois. Ce sont des tests, bien sûr, qui sont en simple aveugle. Ça veut dire qu'on n'exclut pas, si vraiment les plombs ont sauté, qu'il faudrait refaire l'électricité, que ce soit des fausses réactions qu'elle présente. Et donc, dans certains cas, on fait une 4e fois avant avec un placebo. Et si la patiente réagit au placebo, on lui dit que c'est cruel la vie et qu'il faut refaire l'électricité. Donc elle vient et son test est négatif. Mais ça ne veut pas dire, donc elle peut l'utiliser dans la pharmacopée, mais ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas refaire des plaques quand elle va en prendre, et de toute façon, elle va le prendre avec d'autres médicaments totalement inutiles. Et donc, c'est difficile, quoi. Alors, certains, c'est assez marrant, hein, des patients ne font les ennuis allergiques qu'avec le générique. Parce qu'il y a vraiment toute une catégorie de patients qui sont persuadés que le générique, c'est pas bon, hein, c'est pas la même chose. Alors, maintenant, on le dit plus doucement parce qu'il y a eu le Levothyrox. Bon, alors là, on se calme, enfin surtout moi, mais quand même, souvent, ils charrient, quoi. Donc, les tests de provocation, c'est une démarche prudente. Alors, il faut que ça réponde vraiment à une nécessité, un besoin du patient, quoi. Mais je le redis, si on a commencé le système et si les tests sont négatifs, on ne peut pas conclure si on n'a pas une provocation. Alors, il y a beaucoup de provocations qui peuvent se faire dans des conditions cool, mais la règle, c'est conditions optimales de sécurité, la perfusion, l'unité de soins intensifs, le chariot d'urgence prêt avec des médicaments qui ont été contrôlés sur la date de péremption, enfin des choses de base, quoi. Et le machin pour le cœur qui soit chargé, des fois qu'il faudrait faire charger, etc. Enfin bon. Mais en fait, actuellement, on en fait beaucoup. Donc il faut respecter les contre-indications. Bon, tous ces trucs sévères, on ne fait pas. La grosse difficulté, bon, ça c'est pareil. Bon, la grossesse, c'est pas une maladie, hein. Je cherche c'est pas celui-là que je voulais voir, il n'est pas noté. La grosse difficulté, c'est le choc anaphylactique où on n'a pas identifié. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il faut vraiment avoir une assurance, un truc costaud, pour faire un test de provocation à quelqu'un qui a fait un choc anaphylactique sévère. Alors, il y en a qui le font. Moi, je suis un peu du côté des refroidis, quoi. J'hésite.
Je tourne autour. Ça montre bien que ce n'est pas parce que c'est marqué dans les livres qu'il faut faire ça qu'il faut le faire. Mais ça montre surtout que, avant de lancer quelqu'un dans cette démarche, il faut vraiment réfléchir, est-ce que ça va vraiment lui être utile, quoi. Alors, je trouve qu'il y a des trucs vachement tordus, hein. Il y a encore un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est une maman, peut-être. Quand on voit les enfants, ce qui est sympa, c'est les mamans, en fait. Et la maman avait fait un choc anaphylactique. Et on ne comprenait pas, parce qu'elle n'avait pas pris de médicaments, quoi. Et elle n'était pas connue ni particulière pour un problème d'allergie alimentaire. Et bon, sachant pas quoi faire, on a quand même fait des tests un peu dans tous les sens, quoi. Pour un choc anaphylactique, ça vaut le coup de tester quand même. D'accord ? On teste. Et on a trouvé un test cutané extrêmement positif pour le Clamoxyl, qu'elle n'avait pas pris. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en reprenant l'interrogatoire, c'est pour ça que je le raconte, c'est qu'il faut vraiment reprendre plusieurs fois. Vous le savez, c'est valable pour vous comme pour les patients. Ils racontent leur truc une fois. Et puis après, en repartant dans la voiture, il y a le mari et la femme qui disent « Mais pourquoi tu ne lui as pas dit que ?» Elle dit « Ah ben, j'ai pas pensé. » Et la fois suivante, ou si c'est quelqu'un d'autre qui interroge, on se rend compte qu'en fait, c'est survenu alors qu'elle préparait le Clamoxyl pour son fils. Et donc, elle a ouvert le truc. Éventuellement, elle a goûté pour savoir si c'était bien. Et pof, elle a fait son choc comme ça, quoi. D'où l'importance de l'interrogatoire, de la chronologie, de ce qui s'est passé sur des manifestations particulières, quoi. Bon, d'accord. Alors le TPO, ça se fait en hôpital de jour, une voie veineuse, consentement éclairé, chariot d'urgence, tout est prêt avant. On a bien sûr arrêté, nous on arrête antihistaminique, corticoïdes, pour ne pas masquer des réactions minimes qui surviendraient. Et voilà, toujours pareil, un délai de moins 4 à 6 semaines, maintenant on est à 6, entre l'épisode et les tests. Et on le fait avec la forme commerciale du médicament. Voilà. Après, ce qui est la dernière étape, c'est l'accoutumance. Alors l'accoutumance, c'est quelque chose qui, on va dire, en règle générale, est rare. Ça suppose qu'on ait besoin de façon impérative d'un médicament donné qui n'existe que sous cette forme et auquel le patient est allergique. Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, dans le cadre des allergies aux antibiotiques dans la mucoviscidose, par exemple. Ou on l'utilise aussi dans des situations de traitement antituberculeux, dans des situations de certaines chimiothérapies. Et il faut bien comprendre que l'accoutumance, ça ne veut pas dire des sensibilisations. Ça veut dire qu'on va s'arranger que pour un traitement donné, qui dure, par exemple, sur une cure antibiotique de Fortum, par exemple, ça dure 15 jours. Bon. Ou sur une cure de chimiothérapie qui dure quelques heures. Pour que ça puisse passer, on fait l'accoutumance. C'est plus facile sur un traitement antituberculeux qui va durer 9 mois, auquel cas on fait l'accoutumance. Et c'est, j'allais dire, assez facile à faire, et ça permet quand même de donner le traitement à un patient qui est vraiment allergique dans 70 à 75% des cas, quoi. Ça marche bien, ça. Alors ça, on en fait aussi beaucoup. On fait aussi pour les gens suspectés entre guillemets d'allergie à l'aspirine et qui doivent à tout prix avoir un stent qui doit être posé en urgence dans les 2 jours et pour lequel on fait une gradation comme ça des doses. Donc je vous en mets un exemple. Bon, les contre-indications, c'est tout le temps la même chose, hein. Et on retrouve toujours la femme enceinte quelque part. Oui, voilà, c'est toujours... Et par exemple, pour le BK, voilà, quand on a des problèmes d'allergie au traitement antituberculeux, si on veut aller au plus simple, le traitement, c'est généralement du Rifater. La probabilité que le Rifater
ou que le traitement antituberculeux vous serve tous les 15 jours est faible. Et donc, nous maintenant, on arrête de faire des tests là-dessus. Ils ne supportent pas le rifater. On fait une accoutumance au rifater en 2 jours. Hein. On fait 6e de comprimé, 1 tiers, 1 demi, 2 tiers, 1, etc., pour arriver à la dose de 5 comprimés. Et dans le cas présent ici, on a juste eu un petit érythème du torse et pour le reste, c'est passé. Il a pu prendre le traitement pendant la durée attendue. Et si on arrive à avoir l'accoutumance au rifater, le gros intérêt, c'est que du jour où on passe au Rifina, ça continue à passer, quoi. Parce qu'il a été, entre guillemets, accoutumé à ça. Ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que ça ne marche ou ça n'est utile que pendant la durée du traitement, quoi. Quand le traitement s'arrête, l'accoutumance s'arrête. Et si on doit reprendre un traitement, il faut recommencer à la case départ. Bon, voilà. En synthèse, « 80% des cas suspectés ne sont pas des allergies médicamenteuses. Et si on veut en avoir des idées un peu plus claires, il faut vraiment avoir un diagnostic clinique et une histoire clinique avec des photos, si c'est nécessaire. Avec toujours, première question, c'est le médicament est-il indispensable? Alors, je l'ai refait à ma façon, ça ne me plaisait pas. Alors, que faire en pratique? Voilà. Le médicament est-il indispensable? Si le médicament n'est pas indispensable, il faut exclure la classe. Alors, c'est pas bien, hein, parce que dans les livres, c'est pas ça qui est marqué. Dans les livres, il est marqué il faut prouver l'allergie médicamenteuse à chaque fois. On ne peut pas faire ça. Donc il faut bien proposer quelque chose qui soit suffisamment adéquat et intelligent pour que ça puisse rendre service aux gens. Si le médicament est indispensable, par exemple les gens qui font des infections à répétition, des bronchites à répétition, là, si la réaction est immédiate, c'est test cutané et TPO si négatif. Si le médicament est indispensable, réaction non immédiate, patch, et TPO si patch négatif. Alors par exemple, ça existe aussi, on le fait assez souvent, des formes d'induction, par exemple, pour les gens qui vont régulièrement dans les pays en zone d'endémie, où ils doivent prendre des médicaments, que soit de la quinine, soit de la malarone, des trucs qu'ils ne supportent pas, parfois, et on fait ça aussi, pour des périodes qui correspondent au voyage, quoi. Et si on a une indication absolue, la meilleure indication absolue, c'est les antibiotiques dans la muco et le traitement antituberculeux en cas de tuberculose. Et s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas d'alternative et pas de contre-indication, ben c'est l'induction de tolérance. L'induction de tolérance qui est, malgré tout, sur un nombre de cas limité, il faut savoir que c'est toujours faisable avec tous les médicaments et que ça passe 7 fois sur 10. Bon, je vais m'arrêter là. À vous.